Donc bonjour, merci d'être venu. Je vous propose dans cette introduction de découvrir ensemble ce qu'est gRPC. On va essayer de comprendre pourquoi et dans quel cas il peut être intéressant de l'utiliser. Alors, pour cela, je vous propose de parcourir un petit peu les principes qui sont derrière gRPC, voir aussi comment on peut l'utiliser, le mettre en place, voir un petit peu aussi ses spécificités, comment il se distingue par rapport à des approches plus classiques de la communication que vont être les API avec du JSON sur HTTP. Et à la lumière de ces informations, je vous propose de voir les cas où il est particulièrement indiqué et particulièrement adapté. Je me présente rapidement, je suis Sergio Dos Santos, je suis développeur, et en gros j'aime toucher un peu à tout ce qui permet de faire des logiciels, et donc je m'intéresse aussi à tout ce qui peut toucher à la communication. Et effectivement, gRPC, c'est un outil pour gérer la communication. Le G vient de Google, c'est-à-dire que c'est un projet qui est né chez Google. Ils avaient un projet en interne qui s'appelait Stubby, et en 2015, ils ont décidé d'en faire une seconde version qu'ils ont par la même occasion open sourcée. Et c'est ce projet-là qui a donné gRPC. Il a été assez rapidement intégré à la CNCF en 2017, la Cloud Native Computing Foundation. Et en gros, c'est un outil qui permet de gérer de la communication pour du back-end, pour du mobile, pour du web. Enfin, c'est l'objectif en tout cas de gérer toute la communication pour toutes ces applications. La partie RPC, c'est pour Remote Procedure Call. Donc en gros, c'est pour transformer un appel de code via du réseau. Et en gros, le principe, c'est d'invoquer une méthode en local dans son process. Et derrière, il y a un outil qui va transformer cet appel local en appel réseau. Et du côté serveur, cet appel réseau va être récupéré et on va avoir une méthode qui va être invoquée en local. Et donc, c'est l'outil qui permet de faire ça. Le principe, c'est un outil pour gérer la communication. Et la communication, ça fait toujours intervenir deux participants. On va avoir un service, et dans le cas de gRPC, on va parler de gRPC Server, et côté client, on va parler de gRPC Stub. Pour communiquer, il faut deux prérequis. Le premier, ça va être le protocole réseau. Et dans le cas de gRPC, le protocole, c'est HTTP2. HTTP2, très rapidement, c'est un protocole qui va être orienté binaire, c'est-à-dire que toute la démarcation, par exemple, entre les headers, le body, on ne va pas faire intervenir des sauts de ligne, mais on va faire intervenir des marqueurs binaires spécifiques. Ensuite, on va avoir une notion de stream qui correspond plus ou moins à la notion de requête en HTTP 1.1. Et l'idée derrière les streams, c'est que ça se décompose en plusieurs frames. Et ce qui est intéressant, c'est que ces frames peuvent être mélangés. C'est-à-dire qu'on peut avoir le frame 1 ou un frame d'une requête 2, d'un stream 2, pardon, qui peut arriver avant un frame d'un stream 1. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le multiplexing. Les frames peuvent être vraiment mélangés et arriver dans n'importe quel ordre. Et en fait, du coup, le protocole permet cette parallélisation. Et en fait, on a du coup la possibilité de faire transiter faire plusieurs échanges tout en utilisant une seule connexion. Et c'est ce que favorise HTTP2. Donc derrière, on a aussi une économie en termes de gestion de connexion au niveau du système d'exploitation et aussi au niveau applicatif, puisqu'on ne va plus trop gérer des pools de connexion. Une dernière fonctionnalité que je voulais mettre en avant et qui est intéressante dans le cadre de gRPC, c'est la fonctionnalité de serveur push. C'est-à-dire qu'une fois que le client a effectué une requête vers le serveur, à sa propre initiative, peut envoyer des réponses au client sans que le client en ait fait la demande. On verra que ça va être très intéressant pour mettre en place de la communication bidirectionnelle. Le second prérequis pour faire de la communication, ça va être un format d'échange pour échanger entre client et serveur. Et dans le cas de gRPC, le format, ça va être protocol buffers par défaut. Alors, il y a on peut utiliser des alternatives, mais on ne va pas les étudier dans le cadre de cette introduction. Protocol buffer, très rapidement, en fait, ça va être un langage de définition de messages. Et derrière ces messages, ils vont être sérialisés dans un format binaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce format binaire, il est complètement ouvert et il est documenté, vous pouvez très bien le comprendre. Je me suis amusé à reprendre un message qui est sérialisé en binaire, essayer de le décomposer pour comprendre comment il était composé, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire soi-même. Ce qui va être aussi intéressant dans ce format ou dans ce langage, c'est qu'on va avoir une gestion de la compatibilité au niveau de la sérialisation et de la désérialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand vous allez avoir des champs qui vont être manquants dans un message, ça ne va jamais bloquer la sérialisation. C'est tout simplement le champ va être valorisé à nul ou ne va pas être valorisé. De la même manière, des champs qui vont être supplémentaires et qui ne sont pas reconnus dans un client, ils vont tout simplement être ignorés, ils vont même être mis dans une case à part, dans une catégorie de champs inconnus. Donc en fait, on élimine avec ça toute une classe d'erreurs de sérialisation, désérialisation, juste avec cet outil-là. Un petit peu plus loin, protocole buffer, on regarde un petit peu sa syntaxe. Donc on peut définir des messages. Et ces messages, en fait, ça va être un ensemble
d'attributs. Ces attributs ils vont être typés string int64, ils vont porter un nom, texte, timestamp, et ils vont être identifiés. 1, 2. Ce qui est important, c'est que l'identifiant doit être unique au sein d'un même message. Et c'est cet identifiant qui permet d'envoyer dans le format binaire la valeur, enfin d'identifier la valeur qu'on va transmettre. À aucun moment, on transmet le nom du champ, texte ou timestamp. Ce qui va être intéressant aussi, c'est pour l'évolution, j'en ai un petit peu parlé, c'est que globalement, là j'ai un message défini dans une application qui va être en V1, et là si je fais évoluer mon application avec un message en V2, je peux très bien ajouter des champs, je peux aussi en supprimer, c'est pas un problème. L'application en V1 va tout à fait être capable d'interpréter un message qui va être généré par une application en V2, puisque les champs supplémentaires sont ignorés. De la même manière, l'application V2 peut tout à fait interpréter des messages générés par l'application en V1, puisque le champ email, même s'il n'est pas renseigné, ça ne va jamais faire de problème au niveau de la désérialisation. On a d'autres fonctionnalités au niveau de protocol buffers. On a la possibilité, bien sûr, de composer les messages entre eux, c'est-à-dire que je peux faire référence à un message défini ailleurs dans un message. Là, j'ai défini un user qui est défini par ailleurs. Je peux également définir des champs répétés. Donc là, ça correspond plus ou moins à des listes, à des arrays. Je peux également utiliser des énumérations. Donc c'est assez intéressant quand on veut faire véhiculer des statuts, par exemple. Et en fait, ensuite, on peut structurer notre code via un mécanisme d'import package assez classique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Protocol Buffers va définir des types qu'on peut utiliser, type des timestamps, des dates. Donc c'est des choses qui sont déjà définies, on n'a pas besoin de les réinventer. Dernier point au niveau de Protocol Buffers, c'est qu'on va pouvoir définir des services. Un service, c'est ni plus ni moins qu'un groupe d'opérations, send, receive, et chaque opération va définir le message en entrée. Par exemple, pour la première opération, un Slack message, et définit le message en sortie. Donc dans ce cas-là, ça va être empty. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, pour les messages en entrée ou bien en sortie, on peut également définir des streams. Des streams, c'est tout simplement la possibilité d'envoyer potentiellement une infinité de messages ou de recevoir une infinité de messages. Et on verra que ça se fait de manière totalement asynchrone, de manière non bloquante. Donc au final, le principe du gRPC, c'est quoi? C'est d'avoir un langage de définition de messages et de services qui va être complètement indépendant du langage d'implémentation derrière. On va également avoir une serialisation binaire qui est un format ouvert, et on va avoir un mécanisme de transport qui va être HTTP2, qui est un standard, et qui est donc implémenté dans plein de langages. Donc au final, du gRPC, on peut en faire dans plein de langages, et effectivement, l'outil supporte plein de langages. On a par exemple la plateforme Android, du langage du Go, du Swift, du Java, avec du Kotlin aussi, bien sûr, du Node, du Python. Bon, bien sûr, on ne va pas s'amuser à générer nous-mêmes tout le binaire, enfin le binaire qui correspond à nos messages, et on ne va pas s'amuser à gérer nous-mêmes toutes les connexions HTTP2. Et on va voir en fait que gRPC permet de générer le code, les objets associés aux messages qu'on a définis dans notre schéma, pardon. Et derrière toute la partie HTTP2, gRPC fournit tout un tas d'outils qui permettent de gérer les connexions et la partie serveur. Et on va voir comment ça s'utilise concrètement. Donc la première chose qu'on doit regarder, c'est à partir des messages, comment est-ce que je transforme mes messages en code. Là, je vais prendre des exemples en Java. Donc du coup, un outil qu'on a à notre disposition, c'est ProtoC, qui est le compilateur officiel, enfin qui est le compilateur pour la partie message de Protocol Buffers. Et donc lui, il permet de transformer les messages en objets. Et ensuite, pour toute la partie service qu'on a vu en dernier, là, c'est un mécanisme de plugin qu'il faut ajouter, c'est-à-dire que le compilateur va utiliser les plugins qu'on va lui définir pour générer les services dans les différents langages. Pour Go, par exemple, on va avoir un plugin qui va être protocgen Go. Pour Java, un plugin protocgen gRPC Java. Une fois qu'on a ces plugins, on peut les spécifier dans la ligne de commande protoc et générer aussi bien les messages et la définition des services. Alors bien sûr, dans un projet de tous les jours, on ne va pas utiliser la ligne de commande, on va essayer d'outiller toute cette génération. Et effectivement, on a également des plugins qui sont fournis par gRPC. On en a un pour Gradle, qui est un plugin officiel. Pour Maven, on a des plugins non officiels qui existent également. Et ensuite, pour les autres plateformes, les autres langages, on va avoir des outils souvent appropriés, mais qui sont déjà fournis. Donc c'est déjà plutôt intégré. Je vous propose de regarder un petit peu plus concrètement comment ça se passe. Pour cela, je vais utiliser un service qui va être un service de type Slack qui permet d'échanger des messages entre des clients et entre des serveurs. On va regarder un petit peu la configuration du schéma Protocol Buffers. On va voir comment on configure notre build, comment on génère le code associé à notre schéma.
Et on va regarder une implémentation côté serveur et côté client. En Kotlin, donc j'ai utilisé pour ça les compilateurs en Java puisque c'est interopérable. Donc je vous propose de basculer sur le code. Hop. Donc regardons tout d'abord la définition du service. Donc là, c'est des exemples qui ressemblent assez à ce que qui ressemblent pas mal aux exemples que j'ai mis dans les slides. Donc on définit un service avec 4 opérations. Une opération qui permet d'envoyer un message, une opération qui permet d'envoyer un stream de messages, une opération qui permet de recevoir un stream de messages et une opération qui permet de faire les deux en mode bidirectionnel. Les messages en soi, ils contiennent 2 champs, un champ texte, un champ timestamp, et le message empty, c'est tout simplement pour définir un objet qui contient rien du tout. Donc à partir de ça, on peut regarder la configuration du build. Hop, donc j'ai utilisé Gradle. Alors, le seul point qui est important dans notre histoire, c'est qu'on va ajouter un plugin qui va être le plugin fourni par gRPC et qui permet de compiler tous les messages. Donc c'est le plugin comme Google Protobuf. Une fois qu'on a ça, on va ajouter une petite configuration à ce plugin. On va spécifier la version du compilateur ProtoC qu'on utilise et on va ajouter au compilateur ProtoC le plugin dont je vous ai parlé, qui va être le plugin qui permet de générer les services. Donc ça va être le plugin gRPC. Il y a une petite configuration à ce niveau-là, tout simplement pour ajouter les sources sets qui vont être générées à la configuration du build Gradle. Mais en gros, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, je profite d'être sur ce fichier pour vous montrer aussi qu'on va ajouter des dépendances tout simplement pour la partie message et aussi pour la partie serveur et stub. Donc, c'est les 3 dépendances qui sont ici. Une fois qu'on a ça, on peut lancer notre build. Hop. Donc là, j'invoque une tâche qui est fournie par le plugin qui me permet de générer tout le code. Et donc là, ça s'est correctement déroulé. On peut regarder au niveau du build generated. On va avoir 2 source sets qui ont été générés. Le premier Java qui correspond en fait à la définition des messages, donc tous les objets qui ont été générés par rapport au schéma, empty et message. Alors je ne vous montre pas le code parce que ce n'est pas très lisible, c'est du code généré et ça n'a pas grand intérêt ici. Et ensuite, on va avoir une partie Slack gRPC qui va correspondre à la définition du service. Et en fait, ça va contenir les implémentations partielles de nos services que l'on va compléter avec le code applicatif. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, regardons d'abord la partie serveur. Donc, j'ai plusieurs implémentations, mais on va en illustrer qu'une seule parce qu'au final, c'est toujours à peu près le même principe. Donc, on a un point d'entrée, c'est du Kotlin, c'est assez proche de Java. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un serveur. Donc, pour ça, on utilise Server Builder, qui est en fait un composant fourni par gRPC. On le démarre sur un port et on lui ajoute le service qui va correspondre à la définition de notre service avec notre code applicatif. Et en gros, on démarre le serveur et c'est à peu près tout. Et ensuite, on termine le serveur proprement. La définition du service, elle se trouve un peu plus bas, elle est ici. Et elle repose sur une implémentation Slack gRPC qui en fait correspond au code qui a été généré avec le plugin. Et en fait, ce code, ces implémentations partielles nous permettent de surcharger des méthodes qui ne sont pas concrètement implémentées dans la classe de base. Et là, on peut ajouter notre code applicatif via ces implémentations. Donc là, on retrouve l'opération send message qui nous permet, en fait, à partir de laquelle, côté serveur, on reçoit le message du client. Donc c'est ce qu'on reçoit en paramètre. Et on reçoit un deuxième paramètre qui va être un response observer, qui est d'une classe, qui est une interface stream observer, et qui nous permet en fait de communiquer avec le client. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement loguer le message reçu par le client, et on va répondre au client une réponse vide, et on va terminer la communication avec le client. Regardons maintenant côté client, comment ça se passe. Donc là, pareil, le principe est relativement le même. On a notre point d'entrée. La différence, c'est qu'ici, on va construire un gestionnaire, un Managed Channel Builder, qui est un gestionnaire de connexion HTTP2. On lui précise le serveur avec lequel on veut communiquer. On construit cet outil-là. Et à partir toujours de la classe Slack gRPC, on peut instancier un stub donc qui correspond à notre client. Et on lui précise le gestionnaire de connexion qu'on utilise. Ce stub, derrière, on peut tout simplement invoquer la méthode qu'on a définie dans notre schéma protocol buffers. Et derrière, on peut passer l'objet qu'on construit juste au-dessus, qui va permettre d'envoyer l'objet au côté serveur. Et bien sûr, on va définir un callback, qui est toujours du même type, qui est un stream observer. Et ce callback, il définit 3 méthodes. OnNext, donc là, ça va être une méthode qui va être invoquée lorsque le client reçoit la réponse du serveur.
Ou alors, on peut avoir également une méthode onError lorsque le serveur nous envoie une erreur. Et le serveur peut également nous envoyer, comme vous l'avez vu, la terminaison de la communication. Voilà. Après, derrière, on arrête le client de manière propre. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça au final. Ce que je vous propose, c'est de lancer le serveur et de lancer le client et vérifier que tout se comporte bien. Donc là, le client est démarré normalement, enfin le serveur, pardon. Voilà, le serveur est démarré sur le port 50051. On peut également lancer le client. Donc toujours, hop. Donc là, le client a reçu la réponse du serveur, et côté serveur, on a bien reçu le message envoyé par le client. Ce que je vous propose de faire, c'est aussi regarder un client qui a été écrit en Go pour vérifier juste que les deux communiquent, même si ce n'est pas écrit dans le même langage. Donc là, on a bien reçu la réponse du serveur, et côté serveur, on a effectivement aussi reçu la requête du client écrit en Go. Je ne vous montre pas le code, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, mais vous voyez que le principe reste valable. OK, donc on va retourner sur la présentation. Donc au final, ce qu'on a vu, c'est qu'on a un mécanisme d'échange qui permet de recevoir et d'envoyer des messages et qui s'appuient tous les deux sur une interface qui va être Stream Observer. Alors pour ceux qui sont un petit peu habitués, vous pouvez dire ah oui, ça ressemble énormément à du RX, du Reactor ou même l'API Flow de Java 9. Malheureusement, ce n'est pas une API compatible, c'est vraiment une interface dédiée. Alors bien sûr, naturellement, j'ai essayé de creuser et de voir s'il y avait des moyens de les brancher sur du RX ou du Reactor. Il y a des bridges disponibles et notamment, il y en a un qui est développé par Salesforce qui permet de faire cette compatibilité. Et pour ceux qui aussi connaissent un petit peu Kotlin, là j'ai fait les exemples en Kotlin, il y a aussi un mécanisme qui permet de transformer les callbacks avec des coroutines en Kotlin. Ce qui est important de voir avec tout ce mécanisme, c'est qu'on va avoir des échanges asynchrones qui vont être non bloquants, qui se basent sur des callbacks. Il y a une possibilité de faire des échanges bloquants, mais dans le cadre de gRPC, ce n'est pas très intéressant et on ne va pas trop en parler. Mais au final, on se retrouve dans des approches de code similaires à ce qu'on retrouve, par exemple, dans du HTTP, du Vertex, du Webflow, ou même sur la plateforme Node.js, c'est un peu similaire. Donc on n'est pas trop perdu, je pense. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on développe de la communication, c'est pouvoir signaler des erreurs au client ou au serveur. Et là, le mécanisme est un petit peu différent. Je vous propose de regarder le code parce que c'est plus parlant. Donc on va regarder comment ça se passe côté serveur. Donc là, c'est le même principe, sauf au niveau de l'implémentation d'une opération. Sein de message, le premier mécanisme qu'on peut avoir pour signifier une erreur, ça va être tout simplement de lever une exception dans la méthode. Alors ça, c'est vraiment pas la bonne façon de faire, puisqu'au final, côté client, là je suis côté serveur, mais côté client, on va juste avoir une erreur sans avoir aucune information sur la nature de l'erreur. Ce qu'on peut faire pour avoir un peu plus d'informations au niveau de la nature de l'erreur, c'est utiliser, là c'est valable en Java, utiliser une exception spécifique et fournie par gRPC qui va être status exception. Et ça va nous permettre de remonter un code d'erreur et une description. Et effectivement, côté client, ces informations vont être récupérables et on va pouvoir donc adapter le comportement en fonction de ça. Malheureusement, en fait, cette liste de statuts, elle est définie et on ne peut pas l'augmenter. On ne peut pas ajouter nous-mêmes les codes d'erreur, les cas d'erreur métier qu'on voudrait pouvoir ajouter. Donc c'est assez limité. On revient sur la présentation. Hop. Il y a un second problème, c'est que le statut HTTP que je vous ai montré, le code d'erreur n'est pas véhiculé au travers du statut HTTP de la requête. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des statuts 200 et le code d'erreur va être véhiculé sous forme d'header. Donc on va avoir un header gRPC statut qui permet de véhiculer ce code d'erreur. Donc tout l'outillage classique qui permet de surveiller les taux d'erreur sur des clients HTTP sur des serveurs, on ne peut pas l'utiliser, il faut avoir des choses adaptées. Et enfin, bien sûr, la limitation en termes de nombre de codes d'erreur possibles à remonter, pour le contourner, en fait, on a la possibilité de définir des payloads appropriés. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer juste la réponse en succès, on peut très bien définir un équivalent de union types, c'est-à-dire dire soit la réponse en succès, soit la réponse en erreur. Et en fait, Protocol Buffer permet de définir ce genre de type avec la mécanique one-off. Pareil, au niveau de la gestion d'erreurs, quand on fait des API, c'est aussi assez important de définir tout ce qui va être timeout. Donc, un client, on veut éviter que la requête prenne trop de temps et on veut éviter de consommer des ressources pendant trop longtemps si ce n'est pas très utile. gRPC utilise HTTP2 et donc on favorise d'avoir une seule connexion HTTP. Donc là, le mécanisme est un petit peu différent. Au côté client, ce qu'on va pouvoir définir, ça va être des deadlines. Je vais montrer un petit peu le code. Donc là, côté client. Donc là, on retrouve toujours notre Manage Channel Builder.
Et au niveau du stub, on peut définir une deadline. C'est-à-dire que là, on spécifie au serveur, voici, je vais effectuer des requêtes, mais la réponse ne m'intéresse que si elle ne dépasse pas un certain temps d'exécution. Et donc, si jamais le temps est dépassé, bien sûr, côté client, on va avoir une erreur. Côté serveur, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut récupérer le temps que le client, le temps pour lequel le client est intéressé par la réponse. Et donc, on peut adapter côté serveur le comportement en fonction du temps qui reste pour répondre à la requête. Voilà. Donc, c'est un mécanisme au final qui est un petit peu différent de ce qu'on utilise avec des API classiques en HTTP. Ce qu'on veut faire ensuite pour gérer de la communication, c'est bien sûr sécuriser les échanges. Donc le premier pas, c'est mettre en place de la sécurisation côté serveur avec du chiffrement. On a la possibilité bien sûr d'utiliser des certificats SSL ou TLS. Et côté client, on peut également mettre en place des certificats, ce qui permet de faire du mutual TLS et donc authentifier l'application cliente auprès du serveur. Dès lors qu'on veut faire une authentification un peu plus fine, c'est-à-dire authentifier le client qui fait une requête en particulier, on a un mécanisme différent. Alors pour l'avoir creusé, la documentation n'est pas très claire là-dessus, et donc je vous présente parce que c'est quand même assez intéressant. Donc au final, on retrouve toujours notre stub, notre serveur, et avec gRPC, on a la possibilité de mettre en place un mécanisme d'intercepteur. Donc c'est quelque chose qui peut ajouter du comportement lorsque la requête est envoyée au niveau HTTP. Le problème, c'est que le stub intercepteur et le serveur intercepteur, en fait, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc pour ça, on a un mécanisme de contexte, et en fait, c'est qui permet de définir des valeurs associées à un contexte courant de requête. Et donc, ce qui va se passer pour gérer de l'authentification fine au niveau de la requête, c'est qu'au niveau du stub, on va valoriser un contexte qui va être récupéré côté intercepteur. L'intercepteur va transformer ce contexte et va le véhiculer au niveau HTTP sous forme de header, ce qu'on appelle des métadatas. Et côté serveur, l'intercepteur va faire le travail inverse, c'est-à-dire récupérer les headers, transformer ça dans un contexte, et côté serveur, on va pouvoir récupérer le contexte courant de la requête et donc identifier l'utilisateur à partir de ça. Donc on a regardé un petit peu comment ça s'utilise, quel est le principe derrière. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui le distingue par rapport à une approche plus classique. Donc une des promesses de cet outil, c'est la performance. Donc c'est un des premiers axes que j'ai creusé. Tout d'abord, la sérialisation des messages qui se repose sur un protocole buffer. En fait, en analysant des benches qui ont été faits par Criteo, juste au niveau du poids des messages échangés, on voit que par rapport à du JSON ou du HTML, du XML, on a un rapport x10. Donc là, c'est une échelle logarithmique, juste au niveau de la sérialisation des messages. Il n'y a rien de surprenant étant donné qu'on est sur de la sérialisation binaire, qu'on ne transmet pas les noms des champs et que globalement, on ne transmet pas le nom des champs. Oui, c'est à peu près ça. Et il n'y a pas toute la structure JSON ou la structure XML qui va avec. On est dans une sérialisation beaucoup plus performante. Au niveau du temps de sérialisation, on est également dans des rapports entre x3, x5 entre du protocole buffer et du JSON XML. Pareil, rien de surprenant étant donné le mécanisme de sérialisation. Ce qu'on peut regarder ensuite, c'est la partie transport au global. Au niveau de la concurrence, ce schéma illustre en fait les temps de réponse en fonction du nombre de requêtes en concurrence. Et on voit que HTTP1 est beaucoup moins scalable par rapport à du HTTP2. Alors bien sûr, dans ce schéma, on voit la limite de HTTP1, enfin on voit tout de suite les problèmes de scalabilité de HTTP1, mais effectivement, HTTP2 a les mêmes problèmes, mais sur un nombre de requêtes en parallèle beaucoup plus important et qui ne figurent pas dans cette échelle-là. Ensuite, on peut aussi comparer une approche plus REST avec du JSON sur HTTP par exemple, versus une approche gRPC. Et là, on voit qu'on a des profils similaires, mais quand même, on a des temps de réponse qui vont être meilleurs au niveau gRPC, sans doute dû à toute la partie sérialisation. Ensuite, une différence fondamentale dont on n'a pas encore parlé, c'est toute la partie load balancing. Côté HTTP, dans des approches REST, on a un outillage assez conséquent et qu'on maîtrise plutôt pas mal. Avec gRPC, ça va être différent. On va plutôt se situer dans des approches de load balancing avec côté client, c'est-à-dire que c'est le client qui va connaître l'ensemble des serveurs qu'il peut contacter et qui va décider de faire passer une requête sur un des serveurs. Pour connaître la liste de ces serveurs, il y a en gros deux mécanismes possibles, soit de la résolution DNS, donc le client va être informé des serveurs disponibles, soit un mécanisme de gRPC Load Balancing Policy qui, lui, va interroger un load balancer externe et c'est lui qui va connaître la liste des serveurs disponibles pour le remonter au client. Donc, en gros, la différence fondamentale, c'est qu'on va avoir essentiellement du load balancing côté client.
Je ne pouvais pas parler de load balancing sans parler de service mesh. Et effectivement, les outils principaux que je connais en tout cas, Envoy, Istio et Linkerd, annoncent le supporter. Je ne sais pas concrètement comment ça fonctionne derrière, c'est sans doute un axe que je creuserai par la suite, mais en gros, on a la possibilité de faire toutes les mécaniques classiques associées au service mesh, load balancing, splitting, monitoring, sécurisation, etc. Là, c'est un exemple de définition de service Kubernetes, et derrière, par exemple, Istio utilise ça pour savoir que c'est de la communication en gRPC. Ok, donc on a vu globalement comment il se distingue, comment il s'utilise, quels sont les principes. Regardons un petit peu concrètement comment on peut le décliner sur des applications qu'on manipule tous les jours. Alors, déjà pour du back-end ou des architectures microservices, l'approche Schema First avec du code généré, je trouve qu'elle est assez intéressante puisqu'on peut partager le schéma. Enfin, en tout cas, on est forcé de définir le schéma en premier. Et du coup, tout dérive de ça. La notion de compatibilité avec protocol buffer et la gestion by design au final de ces erreurs de sérialisation, désérialisation, et je trouve aussi assez intéressante. L'aspect performance aussi très intéressant, forcément on va moins passer de temps, je pense, à tuner des pools de connexion. On a tous rencontré souvent des problèmes de serveurs ou de clients qui sont mal configurés et du coup qui génèrent des goulots d'étranglement. Et aussi, il y a une notion très importante, c'est que je trouve que l'outillage va dans le sens d'être très efficace. C'est-à-dire qu'on va générer beaucoup de code à partir de la définition, à partir d'un schéma, et aussi toute la partie gestion des connexions qui va être effectuée pour nous, et qui est fournie par le framework. Ensuite, la partie bidirectionnalité aussi, je trouve, elle est intéressante. Elle permet, dans une certaine mesure, de se passer de tout ce qui va être bus de messages ou event log. Bien sûr, on n'a pas les garanties associées à ce genre d'outils, mais en fait, on a de la communication bidirectionnelle pour pas très cher, juste avec un client et un serveur. C'est également très adapté, je trouve, pour du mobile, pour de l'IoT. Alors bien sûr, les deux plateformes principales que sont Android et iOS sont supportées. On est toujours dans une logique Schema First. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que maintenant, les applications, bon là, ce n'est pas du front, mais mobile, on leur associe souvent un back-end dédié, ce qu'on appelle un BFF mobile dans ce cas-là. Et donc là, on a la possibilité de partager le schéma entre les deux applications. Et je trouve que c'est assez intéressant, puisqu'on va avoir une communication qui va être globalement typée. La gestion de la compatibilité est aussi très intéressante pour du mobile. Effectivement, on va avoir plusieurs applications qui vont vivre, enfin plusieurs versions de l'application qui sont déployées sur les téléphones de tous les utilisateurs. Et donc, toutes les erreurs de sérialisation, désérialisation qu'on peut gérer manuellement avec d'autres schémas de communication, là, c'est déjà géré en partie. Enfin, c'est déjà géré par gRPC. L'aspect d'avoir une seule connexion avec le serveur est aussi très intéressant puisqu'on va économiser des ressources côté mobile. Et la bidirectionnalité, bien sûr, avec la possibilité de faire du push depuis le serveur, est aussi très intéressante. Enfin, ça a des applications assez évidentes pour du mobile. Pour du web, est-ce que c'est intéressant? Là, je suis un peu plus dubitatif. On a la possibilité de l'utiliser, mais en fait, le navigateur limite l'utilisation d'HTTP2. C'est-à-dire qu'on n'a pas la main sur le client, on ne peut pas forcer des requêtes en HTTP2. Anecdotiquement, on a aussi une spécification Streams qui est encore expérimentale et qui permettrait de le faire, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, si on veut faire du gRPC avec du navigateur, l'inconvénient, c'est qu'on doit déployer actuellement un gRPC Web Proxy entre le browser et le back-end. Donc, comparé à des approches HTTP1 ou GraphQL, en dehors des gains qu'on peut avoir au niveau de la serialisation ou même le côté typage, je trouve que ce n'est pas très intéressant parce qu'il y a quand même un outil en plus à mettre en place. Et donc, les approches classiques répondent pour l'instant, je pense, mieux aux échanges. Donc on va conclure là-dessus. Donc au final, quelques points clés, c'est que c'est un projet qui date quand même de 2015. C'est pas un projet qui date d'hier. C'est quand même un projet plutôt mature. Ça a été intégré à la CNCF depuis 2017. Donc ça lui garantit quand même une certaine pérennité. Ça va pas être, le risque que le projet soit abandonné du jour au lendemain est quand même assez limité. C'est un projet pensé pour la performance de la communication. Compatibilité, j'en ai assez parlé, je pense. Efficacité dans le sens où on va moins réfléchir en termes de comment implémenter des endpoints, comment passer les informations, est-ce que je vais les passer en query param, en pass param, en header, etc. Là, on va directement aux définitions de la communication. Qu'est-ce que je vais échanger entre mon client et mon serveur via une définition. Malheureusement, on perd certains standards, certains outils, notamment pour la partie debug. Si on veut, je ne sais pas, voir qu'est-ce qu'on échange, ça va être du binaire. Donc, si on veut comprendre qu'est-ce qu'on a échangé, il faut avoir un outil qui permet de désérialiser tout ça. Pour du monitoring également, j'en ai un petit peu parlé.
tout l'aspect code d'erreur, on le perd, il faut avoir un outillage dédié. Donc ce n'est pas des outils qui n'existent pas, il y a bien sûr des façons de le faire, mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre, réinventer. Et donc, pour conclure, je trouve que c'est assez intéressant, c'est une alternative intéressante du HTTP1 classique pour du back-end, entre services, pour du mobile et pour de l'IoT. Pour du web, je ne suis pas convaincu personnellement à l'heure actuelle. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dernier point, je suis désolé. Si jamais, j'ai des exemples beaucoup plus complets, je n'ai pas tout illustré avec du code, mais vous avez des exemples plus complets sur mon GitHub. Je vous remercie. Allô ?